Eh bien, merci à tous d'être venus si nombreux, comme on dit, hein. Rien du tout. Et vous connaissez déjà, certains d'entre vous connaissent déjà Émilie parce qu'elle nous a fait il y a 2 ans. 2 ans, je crois, ouais, à peu près. J'allais dire 18 mois, 2 ans. Oui, c'est ça. Ouais. Une belle soirée qui parlait des sculptures de Sarah Bezol. Sarah Bezol. Et en particulier de ces dos, parce qu'il y avait Tout à fait, un ouvrage qui était sorti. Un ouvrage spécialisé, que souvent dans les statues, on voit les personnages de face, de 3/4, on ne les voit jamais de dos. Et les sculpteurs en général font pas des gros efforts pour travailler le dos. Sauf Carlos Sarah Bezol, Ouais. qui lui s'est intéressé au dos. Alors c'était un sujet vraiment très original. Et il y a eu un ouvrage qui a été publié là-dessus. Qui était très beau d'ailleurs, très joli, très bel ouvrage. Ouais. Et donc Émilie nous a parlé de ça il y a 18 mois. Et là, elle m'a proposé un très beau sujet sur Berthe Morisot, dont elle est une spécialiste. Et donc j'ai accepté évidemment avec grande joie. Donc ce soir, elle va nous parler de Berthe. Tout à fait. Donc je vous passe la parole à Émilie et je vous souhaite une belle soirée. Et n'oubliez pas d'éteindre vos portables si vous en avez, parce que la soirée est enregistrée par Vincent et ça serait dommage d'entendre des sonneries intempestives. Émilie, à vous. Merci. Alors bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Émilie Dumaret, je suis historienne de l'art et de l'architecture et j'ai commencé ma carrière au musée d'Orsay, donc j'étais aux premières loges pour découvrir Berthe Morisot. Donc là en fait on m'a invité gentiment pour vous parler de la maison Berthe Morisot qui va ouvrir le 1er décembre à Bougival. Un projet sur lequel j'ai travaillé, ça a été un long projet parce qu'on a été interrompu par le Covid. Puis après, on a retrouvé des carreaux de ciment de l'époque de Berthe Morisot. On a arrêté le chantier, etc. Donc il y a eu plein de rebondissements comme souvent dans tous ces événements. Je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc en fait, on s'est dit que c'était une bonne occasion de parler d'elle parce que déjà c'est une femme, une des rares femmes du cercle des impressionnistes. Il y avait cette ouverture qui faisait l'actualité à Bougival, pas très loin de Versailles. Évidemment, les 130 ans de sa mort, évidemment qu'on va célébrer en 2025. Et puis cette année, c'était le 150e anniversaire de l'impressionnisme. Donc tout convergeait pour faire une belle conférence sur Berthe Morisot. Donc voilà, je vous ai remis ces dates pour vous la situer. Évidemment, on va être au 19e siècle, donc on va parler Salon, Second Empire, Manet et tout ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans le profil de Berthe Morisot, c'est à l'heure où on parle beaucoup de toutes ces problématiques liées aux femmes, à une époque où les femmes n'étaient pas forcément mises en avant, Berthe Morisot, elle a vraiment été portée par un cercle d'hommes bienveillants qui va la porter à la fois pour lui permettre d'exposer, pour faire acheter ses tableaux, pour vendre ses tableaux, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu cette histoire-là que je voulais vous raconter pour prendre des chemins de traverse sur son travail. Alors, Berthe Morisot, donc évidemment, nous, ce qui motivait cette conférence, c'était l'ouverture de la maison Berthe Morisot à Bougival. Donc, vous avez ici une représentation de la maison telle qu'elle était. Donc, en fait, c'était la maison de vacances de Berthe Morisot et d'Eugène Manet. Il la louait quelques mois par an pour aller peindre sur le motif, comme c'était la mode au 19e. C'est une époque où le train arrive à Bougival et c'est ce qui va permettre d'ouvrir un petit peu des horizons nouveaux pour tous ces artistes du plein air que sont les impressionnistes. C'est la même histoire à Barbizon, c'est la même histoire à Auvers, etc. Donc on va commencer à sortir des ateliers et aller peindre en extérieur. Donc le projet, le voici, donc tel que vous le verrez si vous vous rendez à Bougival. Donc on a ce petit logo là, des petites bulles qui a été souhaité par la mairie, ça c'est pas notre travail. Donc moi j'étais dans l'équipe scientifique qui a permis de réaliser cette maison. Il y a eu un concours de scénographie et de muséographie qui a été remporté par le duo Cros-Patras qui fait beaucoup de scénographie d'exposition, de mise en scène d'expo un peu partout en France.
Et Alexis Patras, qui est à la tête de ce duo, m'a proposé de travailler justement pour faire un peu l'adaptation des contenus à ce lieu, qui est un lieu un peu difficile, parce qu'en fait cette maison, elle a été vendue, c'est devenu un cabinet médical, le jardin de Berthe Morisot n'existe plus, c'est devenu un parking, etc. Donc on avait beaucoup de contraintes techniques pour essayer de remettre un peu les visiteurs dans cette ambiance de la maison au 19e siècle. Ce qui a été compliqué, d'autant qu'elle est un peu coincée sur une rocade à Bougival, on est assez proche de Paris. Et il y avait également une extension que vous voyez sur la partie droite de la diapo. Donc la maison d'origine, c'est celle avec le pignon. Dans cette maison, il reste un balcon que l'on voit dans certains tableaux de Berthe Morisot, donc qui a bien sûr été conservé. On a retrouvé au fur et à mesure du chantier, je vous le disais, des carreaux de ciment, des petits détails qu'on pouvait voir dans ses œuvres. Donc tout ça, évidemment, à chaque fois, c'est soumis au bâtiment de France et il faut voir comment mettre en avant ce petit morceau qui reste et qu'on retrouve dans les tableaux de Berthe Morisot. C'est un lieu, en fait, c'est une maison d'artistes, centre d'interprétation. Et on a créé également dans ce lieu une véritable salle musée, parce que vous savez que maintenant, pour externaliser une œuvre d'art qui appartient aux collections des musées de France ou des musées en général, il faut une salle adaptée en termes d'hygrométrie, de chaleur, de toutes sortes de choses qui puissent permettre de recevoir une œuvre d'art. Donc en fait, on a créé dans ce lieu une véritable salle d'exposition qui est assez vaste, hein, qui leur permettra de créer des événements temporaires, des expositions, etc. Et d'ailleurs, les Rouards, qui sont les ayants droit de Berthe Morisot, ont déjà proposé de prêter des tableaux originaux pour la maison Berthe Morisot. Donc voilà un petit peu l'histoire de ce lieu, mais je reviendrai, je vous montrerai en exclusivité, puisque j'ai les photos, les premières salles, et vous verrez un peu l'ambiance qu'on a créée dans cet espace. Si vous allez la visiter, évidemment, vous penserez à moi et à toute l'équipe. Donc voilà. Alors, je commence un peu, donc l'idée c'est de vous faire découvrir Berthe Morisot et de vous parler de ce lieu-là nouveau en région parisienne. Alors évidemment, Berthe Morisot, dans un premier temps, on la rattache à Manet, à Édouard Manet, puisqu'elle a épousé le frère Eugène. Mais la relation entre Édouard et Berthe est ténue. Je ne sais pas si vous avez lu les biographies de Madame Bonnat, qui est un peu la grande spécialiste biographique de Berthe Morisot. Et donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre Édouard et Berthe, mais il y avait quand même une relation amicale assez forte et une connivence artistique entre les deux. Finalement elle épouse Eugène, le petit frère d'Édouard Manet, avec qui elle va rester toute sa vie, et donc elle va être liée tout au long de sa carrière à ce cercle très serré. Et d'ailleurs nous, je ne sais pas vous, mais moi quand je repense à mes années au musée d'Orsay, j'avais en tête d'abord ces œuvres-là, le balcon, le fameux portrait de Berthe au bouquet de violettes par Manet. Et finalement, moi j'ai connu Berthe Morisot par Édouard Manet avant de connaître véritablement l'artiste en tant que tel. Donc on dit que c'était une femme magnifique, elle est très belle. C'était vraiment un canon du 19e. Et en plus, elle est restée célibataire assez longtemps parce qu'elle s'est mariée qu'à 33 ans. C'était un très bon parti, son père était préfet. Et d'ailleurs, elle a évolué tout au long de son enfance au gré des mutations de son papa. Et elle est née à Bourges dans le Cher parce qu'il était en poste là-bas à ce moment-là. Donc c'est une famille assez aisée, c'est la bourgeoisie du Second Empire, donc on n'a pas trop de soucis d'argent. L'éducation des femmes à ce moment-là, c'est essentiellement piano, latin, couture et beaux-arts, pastel. Vous le savez si vous avez suivi les grandes expositions consacrées au pastel, que ce soit au Petit Palais ou à Orsay. Et donc c'était vraiment l'apanage des femmes d'avoir cette éducation multiple, mais aussi pour briller et faire briller l'époux dans la haute société. Donc elle n'échappe pas à tout ça. Mais comme la famille est assez fortunée, le papa de Berthe et de sa sœur Emma, parce qu'en fait toutes les deux elles peignent. Il y a 3 filles dans la fratrie et il va leur faire construire un atelier dans le jardin
où elles ont un véritable atelier pour s'exprimer. Donc elles ont vraiment des conditions de travail assez exceptionnelles. On est en plein Paris, rue Franklin, donc les beaux quartiers, et donc on a cette éducation assez ouverte. Et en fait, c'est la maman des filles qui va proposer cette éducation artistique un peu plus poussée qu'à l'ordinaire, qui sortent un peu du pastel, parce que le pastel c'est le truc facile, la petite boîte, on se salit pas trop, donc c'était souvent dédié aux femmes, même si après Degas, Renoir ont tous fait du pastel, hein, j'entends, mais elles vont pousser un peu plus vers la peinture parce que leur père avait fait des études d'architecture, et donc elle s'est dit un jour au retour d'une mission qu'il serait touché si ses filles se mettaient véritablement à la peinture. Parce que la formation des architectes au 19e, c'était beaucoup l'aquarelle, le dessin, donc il y avait vraiment ce lien des beaux-arts entre ces métiers. Donc elle va les pousser un petit peu, et évidemment à ce moment-là l'école des beaux-arts est fermée aux femmes. Elle va ouvrir en 1896-97 par là. Berthe Morisot sera déjà morte hein, quand l'école des beaux-arts va ouvrir aux femmes, et puis de toute façon au début c'est au compte-gouttes. Donc en fait, si on veut véritablement s'affirmer en peinture à cette époque-là, il faut trouver un maître d'atelier qui va vous enseigner véritablement la peinture, donc comme des cours particuliers. Et ensuite, il faut aller copier au Louvre. Donc ça, c'est le chemin que vont emprunter les sœurs Morisot. Donc voilà pour les tableaux qui représentent Berthe. Manet, il a fait à peu près 11 portraits de Berthe Morisot. Finalement, c'est son modèle le plus représenté. Et donc il y a vraiment cette connivence, donc on sait qu'ils parlent énormément peinture tous les deux, ils ont vraiment une affinité énorme. Lui-même va se permettre de retoucher certains tableaux de Berthe Morisot quand elle va véritablement commencer à s'affirmer en peinture et faire des vrais tableaux quoi, qui sortent du dessin préparatoire. Donc voilà, c'est assez ambigu, et il y a une espèce de un peu d'emprise comme ça, je trouve, d'Édouard Manet, qui est un peu l'homme introduit dans les cercles artistiques. Il va lui en faire profiter, mais il y a quand même toujours un peu ce côté paternaliste envers elle, et il va toujours lui donner des conseils, retoucher ses tableaux, enfin voilà, c'est quand même ambigu. Alors, dans la famille, évidemment, donc Berthe, elle va représenter énormément sa famille dans un premier temps, ses sœurs, Madame Théodore Gobillard, donc elle s'appelle Yves Gobillard, Yves Morisot à l'origine, donc c'est une des sœurs de Berthe, c'est pas avec elle qu'elle fait de la peinture, et d'ailleurs je vous ai mis un pastel, puisqu'il y a beaucoup de pastels, hein, il y en a quelques-uns d'ailleurs à Orsay et à Marmottan, où elle représente justement une de ses sœurs. Donc voilà, donc elle, pas du tout dans la peinture, pas intéressée par la peinture, et elle va épouser un monsieur qui a été mutilé pendant la guerre de 1870, donc un ancien militaire, mais voilà, elle n'a pas véritablement de lien avec la peinture. Emma Pontillon, donc elle va épouser un militaire et partir à l'Orient, mais pendant toute leur jeunesse, Berthe et Emma, elles peignent ensemble, elles prennent les cours ensemble, elles sont formées ensemble par Corot, qui va être leur grand maître de peinture, et c'est d'ailleurs lui qui va les amener au plein air. Donc on la voit représenter ici, un pastel qui appartient au musée d'Orsay. Donc elles peignent, elles font toute leur formation ensemble, elles peignent toutes les deux dans le fameux atelier que le père a fait construire pour elles dans le jardin. Et elle va épouser donc ce militaire de marine, et elle va partir assez vite à l'Orient. Et pour Berthe, c'est un peu un déchirement parce qu'elle partageait énormément de choses toutes les deux. Et en plus, elle a un peu l'impression que sa sœur met sa carrière entre parenthèses pour devenir l'épouse du général Pontillon. Donc ça lui plaît pas trop. Et puis à l'époque, Berthe, elle est assez indépendante, elle n'est pas mariée, elle a pas, donc ses sœurs vont quitter la maison avant elle, et elle va épouser Jeune Manet un peu plus tard. Alors Emma va du coup être très fréquemment le modèle de Berthe, et donc on la voit un petit peu dans de nombreux tableaux comme celui-ci, Emma Morisot lisant. Donc ça c'est avant son mariage, et c'est à l'époque où elle partage toutes ses heures entre sœurs à peindre, à échanger autour de la peinture et à partager les plaisirs de cette époque-là.
Donc Berthe continuera à la peindre même après son départ pour la Bretagne. Et donc un des célèbres tableaux, c'est la vue du petit port de Lorient, donc en 1869. Donc là, ça y est, les Pontillons sont partis en Bretagne, à Lorient. Et Berthe, évidemment, leur fait régulièrement des visites. En plus, la Bretagne offre des paysages extraordinaires, des lumières changeantes, etc., qui vont tout à fait dans le goût de Berthe Morisot et de sa peinture. Ce tableau-là va faire partie des tableaux parmi les premiers qui vont être vus dans des expositions indépendantes, et donc elle va commencer à se faire connaître avec ces petits tableaux-là. Donc les années de formation, donc ça c'est intéressant, je vous le disais, l'école des beaux-arts est fermée aux femmes. Dans un premier temps, les sœurs Morisot vont être formées par Geoffrey-Alphonse Chocarne, qui est un grand peintre de l'époque néoclassique. Donc je pense à David, à tous ces artistes-là, Bouguereau, etc. Donc là on est vraiment dans la peinture d'histoire, le grand format. Vous connaissez un petit peu ce qui se passe au 19e siècle. Je vous fais un cours d'histoire de l'art en même temps pour vous remettre les idées dans l'axe. Donc en fait, ce qui plaît énormément depuis le XVIIe siècle, c'est la peinture d'histoire, le grand format. Donc la peinture d'histoire, c'est peinture mythologique, religieuse, et scènes de bataille qui magnifient l'histoire de France. Donc ça, c'est vraiment la grande peinture, c'est vraiment le top de la peinture. Donc ça, c'est vraiment au sommet de cette hiérarchie des genres. Donc c'est vraiment parce qu'on est érudit, on connaît l'histoire, on connaît la mythologie, on connaît la religion, on est capable de produire ces très grands tableaux, et c'est d'ailleurs les tableaux préférés qui entrent en général au salon. Donc dès qu'on sort un peu de cette hiérarchie, donc sous la peinture d'histoire, on va avoir le portrait, qui reste un genre tout à fait noble depuis l'Antiquité. On voit d'ailleurs ici Chocarne qui représente un autre peintre, Van der Meulen, qui est un peintre du XVIIe siècle. Donc ça, le portrait, ça fonctionne encore pas mal. Et plus on avance, plus on descend dans cette hiérarchie. Et au bas de la hiérarchie des gens, il y a le paysage pour le paysage, tout seul. C'est-à-dire sans déesse mythologique, sans Judith coupant la tête de Holopherne, sans tout ça. Donc normalement, le paysage est un décor au 19e, et s'il est tout seul, il n'a pas d'intérêt pour le jury du salon. C'est pour ça que les impressionnistes vont avoir du mal à faire reconnaître leur peinture, puisque le paysage est au cœur de leurs travaux. Donc voilà un petit peu. Donc Chocarne va lui apprendre le grand format, la peinture d'histoire, l'anatomie, toutes ces choses qui sont défendues à l'école des beaux-arts. Donc assez traditionnelles, mais assez vite, Berthe Morisot et sa sœur, elles se disent, bon, ça va, c'est pas trop leur goût en fait. Elles apprennent ces bonnes bases, mais elles vont assez vite s'émanciper. Elles vont se tourner vers Joseph Guichard. Donc comme la famille a de l'argent, leur mère discute un peu dans ses cercles artistiques, et elle essaie de trouver le meilleur professeur pour ses filles, d'autant que Chocarne a dit qu'elles avaient du talent et qu'elles étaient tout à fait intéressantes. Donc Joseph Guichard va à son tour prendre le relais de l'éducation artistique des sœurs Morisot, et elles vont comme ça grappiller à droite à gauche un petit peu tous les savoir-faire, jusqu'à arriver dans l'atelier de Corot, qui assez régulièrement donne des cours aux jeunes filles. Il y a beaucoup d'artistes comme ça, que ce soit Rodin, qui avait une classe de filles, Boucher, qui avait le sculpteur, qui avait également une classe de filles. Il y a pas mal d'artistes comme ça qui, en marge de leur enseignement aux Beaux-Arts ou dans les ateliers, vont avoir... Alors là aussi, on ne mélange pas les filles et les garçons. Donc c'est vraiment... Et là, il a encore particulier les sœurs Morisot. Il les incite à se rendre au Louvre pour copier sur les grands maîtres, pour parfaire leur éducation artistique et toucher un petit peu à tous les styles. Donc Corot, lui, c'est le plein air, c'est la touche inaboutie. Ça commence à être déjà l'impression, cette ambiance qui va être la signature des impressionnistes. Et donc ce goût du plein air, là, ça y est, Berthe Morisot a vraiment trouvé sa voix, son style et son goût particulier. Et donc elle termine son enseignement avec Corot, qui va être véritablement leur grand maître. Donc lui, il commence déjà à sortir de l'atelier.
C'est ce moment où les trains emmènent les artistes ailleurs. Par exemple, Corot, ça va être un familier de la forêt de Fontainebleau, de Barbizon, de l'Auberge Ganne. Donc on commence à sortir comme ça vraiment de l'atelier pour aller peindre sur le motif. Alors, autre élément important dans ces années de formation, c'est l'année 1863. Donc là, Berthe Morisot, elle a eu un peu plus de 20 ans, et il va y avoir ce moment charnière dans l'histoire de l'art du Salon des Refusés en 1863. Les artistes sont régulièrement soumis à un jury très classique, peinture de genre, etc. Et donc il y a cette mouvance du plein air qui commence à s'affirmer et qui aimerait bien aussi accéder au salon. Le salon, c'est le Salon Carré du Louvre où se tiennent ces grandes expositions. C'est pour ça que ça a pris ce nom de salon. Donc vous connaissez cette salle carrée qui est maintenant au début de la grande aile italienne du Louvre, dans l'aile de Non. Et donc dans ce grand salon, les murs sont très très hauts. Quand on est affiché à hauteur de regard, c'est qu'on a beaucoup plu au jury, et plus on monte dans le plafond, moins on plaît, mais on est quand même au salon, donc tout le monde est content. Mais c'est vrai qu'on est très en haut, c'est vraiment des salons très très hauts, on voit moins bien. Ceux qui défendent cette peinture du plein air, du paysage, évidemment, ils sont refusés au salon. Donc, plusieurs artistes, dont Manet, vont aller trouver Napoléon III, puisqu'on est sous le Second Empire, entre 1852 et 1870, en disant, bon, nous, certes, on a une peinture qui ne vous plaît pas, qui n'est pas dans les goûts de l'époque, mais on a quand même une peinture à montrer. Et comme à l'époque, le marché de l'art n'est pas encore développé, il n'y a pas de galerie, il n'y a pas tout ça, le seul moyen de voir leur peinture, enfin de montrer leur peinture, c'est ce salon. Et malheureusement, les portes restent fermées très fréquemment parce qu'eux défendent cette peinture du plein air et du paysage. Donc Napoléon III entend leur requête et il propose d'ouvrir un salon en marge du salon officiel qu'on va appeler le salon des refusés. Donc déjà, il y a cette estampille un peu, puisque tout le monde est façonné par ce goût des beaux-arts, c'est difficile de s'affirmer en tant que tel, mais comme quand même il y a cette espèce de possibilité qu'on appellerait un buzz à notre époque, de se dire ils se sont tous fait refuser, allons voir c'est quoi cette peinture que tout le monde refuse. Donc du coup, il va y avoir quand même pas mal de monde qui va se rendre au salon. Il faut savoir quand même que le salon, au Second Empire, c'est plus d'1 million de visiteurs. C'est énorme. Aujourd'hui, même Toutankhamon, sur des mois et des mois, parce que le salon, il ne dure pas aussi longtemps qu'une expo Toutankhamon qu'on ferait aujourd'hui à Paris. En gros, la population de Paris, c'est 1 million. Ça veut dire qu'en gros, au 19e, tout le monde va au salon. Il y en a qui y vont plusieurs fois, donc ça fausse les stats. Mais en gros, tout le monde va voir cette exposition du salon pour se tenir au courant, pour être dans le coup culturel, pour voir ce qui se fait comme peinture. Et puis les plus fortunés achètent des tableaux, comme Napoléon III achète la Vénus de Cabanel ou ce genre de choses qui est maintenant au musée d'Orsay. Donc voilà, ça a vraiment un retentissement énorme et on comprend que ces artistes ont vraiment à cœur de rentrer dans ce satané salon pour montrer leur peinture. Donc là, on voit une petite ambiance de séance de jury. Donc en fait, on apportait comme ça les tableaux. Ils n'étaient pas encore accrochés et le jury choisissait qui était en droit de rentrer au salon ou pas. Et donc il y avait les refusés. Et donc cette année 1863, et par la suite, le succès étant tellement grand que ça va être reconduit. Et c'est comme ça que les impressionnistes vont rentrer par cette petite porte du salon jusqu'à être finalement acceptés un peu plus tard. Ça va s'assouplir et on va voir les goûts changer. Mais en tout cas, c'est un moment charnière dans l'histoire de l'art. Et donc, Berthe Morisot, elle va vivre ça puisqu'elle a un peu plus de 20 ans, 22 ans. Donc, les premiers tableaux officiels qui vont aller dans des expositions, les tableaux de Berthe Morisot, ça va être Souvenirs des bords de l'Oise. Donc là, admise au salon de 1864, donc quand même. 1864, donc on voit que dès l'année 1863, le paysage a un peu cassé les codes. Et dès l'année suivante, il y a quelques tableaux qui vont rentrer comme ça au salon. Donc c'est une belle prouesse, parce que déjà c'est une femme, ce qui est assez inhabituel à l'époque. Et en plus, on est sur de la peinture de paysage. Donc vous voyez, d'un coup,
l'histoire de l'art bascule vers les avant-gardes et la modernité en quelque sorte. Alors, autre admission au salon, donc 2 tableaux la même année, Le Vieux Chemin à Auvers, et donc là tout de suite elle affirme ce goût pour le paysage, et elle a déjà en 1864 sa manière, comme on dit en histoire de l'art, c'est-à-dire son trait de pinceau très fugace, comme ça, presque inachevé, le paysage, et puis la silhouette humaine qui est finalement réduite à un accessoire, ce qui était vraiment tout à fait nouveau pour l'époque. Voilà, autre tableau apprécié. Donc vous voyez, on est vraiment beaucoup sur le paysage. Elle ne va pas s'essayer, à part dans les études, aux nus anatomiques des beaux-arts ou ce genre de choses, ou aux grandes déesses mythologiques. Ça, c'est pas son truc. Et c'est l'influence évidemment de Corot qui est assez forte sur son travail. Donc je vous ai mis une petite photo, c'est pas du tout un tableau de Berthe Morisot, mais c'est pour vous montrer cette ambiance des copistes au Louvre, c'est-à-dire qu'on a des moments où on peut se rendre au Louvre pour copier, c'est toujours vrai, il faut avoir une carte spécifique pour aller copier au Louvre encore aujourd'hui, vous en voyez peut-être quand vous vous baladez, et donc Berthe Morisot et sa sœur, dans leurs années de formation, se forment sur les grands maîtres de l'histoire de l'art dans les galeries du Louvre. Et c'est au Louvre qu'elles vont rencontrer tous ces artistes, parce que aussi les Manet, Fantin Latour, eux aussi ils vont au Louvre pour parfaire leur éducation, même s'ils passent par l'école des Beaux-Arts. Et donc elles vont rencontrer, donc ça fait comme un petit cercle d'habitués des couloirs du Louvre, et donc c'est comme ça qu'elles vont rencontrer Manet pour les premières fois. Donc lui, il va les introduire dans ces cercles artistiques, et donc on va voir justement ce cercle de Berthe Morisot, essentiellement masculin, comme je vous le disais, de toute façon c'était les hommes qui faisaient la pluie et le beau temps dans ce monde de l'art. Donc je vous mets tout de suite cette galerie de portraits, donc évidemment Édouard Manet, parce que c'est un peu lui qui va être l'entrée artistique, la porte d'entrée pour Berthe Morisot. Stéphane Mallarmé, qui lui va devenir le parrain de Julie Manet, la fille d'Eugène et Berthe Morisot. Lui, il est déjà un peu externalisé de Paris, si je puis dire, puisqu'il a une maison de campagne à Valvin, à côté de Fontainebleau, sur les bords de Seine. C'est le cercle un petit peu de la Nouvelle Revue Française, avec les Natanson, qui sont déjà à Valvin. C'est eux qui vont faire découvrir à Stéphane Mallarmé ce lieu. Donc il va y acheter, d'abord louer une maison, puis acheter une maison qui se visite toujours, qui est une maison d'écrivain, vous pouvez visiter. Donc la maison Stéphane Mallarmé à Saint-Mauro, en Seine-et-Marne. Donc Stéphane Mallarmé, il est important aussi parce que c'est lui qui va faire rentrer les œuvres de Berthe Morisot au musée, dans les collections d'État, puisqu'il est à un moment donné directeur des Beaux-Arts. Donc il va manœuvrer pour que son travail rentre au musée, et à partir de là, la notoriété va suivre. Degas, donc ça c'est un autre cercle artistique. Ces belles familles bourgeoises parisiennes qui tiennent salon, qui organisent des soirées musicales ou de peinture, et donc Degas a un cercle comme ça d'artistes. Il reçoit, son père recevait, lui-même recevra également chez lui tous ces cercles artistiques, et donc les familles Morisot et Degas se fréquentent par ces cercles artistiques. Donc en fait les parents Morisot fréquentaient déjà le cercle du père Degas. Donc vous voyez, il y avait déjà une porosité artistique dès l'enfance de Berthe Morisot. Auguste Renoir, évidemment, qui fait partie de cette proximité des cercles impressionnistes, même si lui n'est pas forcément rattaché systématiquement à ce cercle. En tout cas, lui ne voulait pas trop. Maintenant, on fait un peu des raccourcis dans l'histoire de l'art, et pour beaucoup de gens, c'est un impressionniste. Durand-Ruel, qui va s'occuper de promouvoir le travail marchand de Berthe Morisot au moment où les galeries d'art, etc. vont se mettre en place. Paul Valéry, également, qui va être la personne qui va s'occuper du testament de Jeanne Manet et de Berthe Morisot, et qui va s'occuper de la fortune critique de Berthe Morisot après sa mort, et qui va gérer un peu les affaires de Julie Manet, donc leur fille, et c'est elle ensuite qui poursuivra ce travail de reconnaissance de sa mère. Alors Manet, je vous disais,
11 portraits de Berthe. Donc on voit ici la femme et enfant au balcon. Donc même si Manet au début se permettait de retoucher des tableaux, etc., on voit que par exemple ici, c'est le tableau de Berthe Morisot qui inspire le dos d'enfant à Édouard Manet dans Le chemin de fer, que vous connaissez, cette fameuse grille au-dessus de la gare Saint-Lazare. Un tableau très connu de Manet de 1873. Donc vous voyez qu'il a repiqué ce petit dos enfantin, la tenue de cette femme, etc. Donc on a une espèce de, là aussi, de transfuge un peu de thématique. Et là, pour le coup, c'est Manet qui pique à Berthe Morisot. Alors Manet, des fois, il n'était pas tendre. Hein. Je vous laisse découvrir cette citation. « Je suis de votre avis, dit-il à Fantin-Latour. Les demoiselles Morisot sont charmantes, c'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes. Cependant, elles pourraient, comme femmes, servir la cause de la peinture en épousant chacune un académicien et en mettant la discorde dans le camp de ces gâteux. » Donc c'est assez marrant. Donc vous voyez que c'est ambivalent cette relation avec Manet. Des fois dans son dos, il avait des phrases pas très tendres. Alors, ce qui va intéresser Berthe Morisot, c'est bien sûr Eugène, qu'elle va épouser, avec qui elle va avoir cet enfant unique, Julie Manet. Ils vont rester mariés toute leur vie, ensemble. Lui-même, il est peintre, mais Édouard a une telle renommée qu'il est complètement évincé par son frère et la reconnaissance un peu scandaleuse. Hein. On sait que Manet, c'est comme tous ces artistes de l'avant-garde. Au début, ça critique beaucoup, mais malgré tout, il fait son trou dans ces cercles artistiques. Donc du coup, Eugène, alors lui, c'est assez extraordinaire parce qu'il va complètement mettre entre parenthèses sa carrière pour promouvoir celle de sa femme. C'est rarissime au 19e. Et donc, il va être très fréquemment le modèle de Berthe Morisot, avec leur fille, puisqu'en fait, il s'occupe de Julie Manet pour laisser du temps à Berthe pour travailler. Donc, il joue avec elle, il l'emmène en balade, et en fait, il libère ce temps qui d'ordinaire était dévolu aux femmes. Donc, c'est tout à fait moderne comme couple, je trouve, et donc c'est assez intéressant parce que, à sa manière, sans rien faire, juste en s'occupant de leur enfant, finalement, il va permettre à Berthe Morisot d'avoir la carrière et la renommée internationale. Donc c'est assez extraordinaire. Et donc c'est à l'occasion de leurs vacances, de leur vie de famille, qu'elle va représenter énormément son époux, leur enfant, un peu sous toutes les coutures. Donc là on les voit à l'occasion d'un voyage à l'île de Wight, donc en 1875, c'est un tableau qui est à Marmottan. Alors je reviens à ce cercle. Renoir qui va faire plusieurs tableaux et de Berthe Morisot et de leur fille Julie Manet. Donc on est dans cette manière très propre, tout à fait propre à Renoir, où on voit Julie enfant, elle a à peu près 4 ans à ce moment-là, avec son petit chat posant. Donc on a plein d'écritures autour de ce tableau. Il faisait poser Julie par petites 20 minutes, parce que les enfants, au bout d'un moment, ça va bien. Donc la posture comme ça figée, donc voilà, croquis, puis après mise en couleur, peinture, etc. Donc il y a eu plein de petites séances pour pas trop lasser Julie. Alors un tableau intéressant, et je l'ai mis dans ce cercle parce que ça fait partie des tableaux que Stéphane Mallarmé a fait acheter par l'État français. Donc vous voyez, achat en 1930. Donc au début c'est un tableau qui rentre au Louvre, puisque le musée d'Orsay n'existe pas, vous savez qu'il ouvre en 1986. Et en tout cas le Louvre c'est l'antichambre évidemment de la reconnaissance. Donc dans un premier temps le parcours c'était musée des artistes vivants, qui est l'actuel musée du Luxembourg, maintenant qui est une salle d'exposition, mais en tout cas à l'époque c'était un musée. Donc le musée des artistes vivants, c'était un peu la galerie d'art contemporain de Paris. Et ensuite, une fois qu'on a passé quelques temps, assez longtemps, au musée des artistes vivants, on rentrait au Louvre. Donc en fait, ce musée des artistes vivants, c'était l'antichambre du Louvre. Donc dès qu'on était là, c'était le tapis roulant vers le Louvre. Et ensuite, évidemment, le musée d'Orsay, puisqu'on a réparti les collections à l'ouverture du musée d'Orsay entre les œuvres 19e et ce qui est avant, même s'il y a des artistes à cheval sur les deux musées, comme Barye, comme Delacroix, etc. Donc,
Ça me fait faire un lien évidemment d'actualité avec l'expo Caillebotte, qui est au musée d'Orsay en ce moment, jusque fin janvier. Caillebotte, il a eu le coup de génie, donc lui aussi famille très fortunée, aristocrate, grande réussite financière de son père, puisque son père s'occupait, vous savez, de tout ce qui était couverture, drap pour l'armée. Donc comme il y avait la guerre contre les Prussiens en cette fin de 19e, donc il a bâti sa fortune sur le drap militaire, quoi. On appelle ça drap militaire. Donc voilà, et donc Caillebotte, qui était peintre, qui est apparenté lui aussi au cercle des impressionnistes, vous le savez, il va constituer une collection incroyable de tous ses collègues, Monet, Basile, etc. Et une fois qu'il a eu cette belle grosse collection, tous ces tableaux qu'il a achetés, parce que c'est une belle fortune, les Caillebotte, il va faire ce legs, le fameux legs Caillebotte au musée des artistes vivants, donc le fameux musée du Luxembourg. Et comme ça, il savait qu'en faisant ce legs, bing, ils rentraient tous au musée du Louvre. Donc ça a été un peu le coup de grâce, Caillebotte, contre cet académisme qui ne voulait pas entendre parler de paysage. Donc grâce à lui, tous ces impressionnistes vont rentrer d'un coup dans les musées français et ensuite finir au Louvre avant d'être répartis avec le musée d'Orsay. Donc le berceau, ça fait partie des achats manipulé par Stéphane Mallarmé, qui voulait absolument la reconnaissance de Berthe Morisot pour ses qualités artistiques. Il était, je vous le disais, le parrain de leur fille. Donc voilà, le berceau, c'est Emma Pontillon, donc la sœur de Berthe, avec ce petit bébé, ce premier enfant qu'elle a eu avec ce militaire qui l'a emmené en Bretagne. Donc on connaît bien ce petit tableau, cette voilette douce au-dessus du bébé. Et toujours ce petit regard mélancolique, comme si Berthe Morisot voulait nous dire, voyez, finalement, elle n'a jamais été heureuse de quitter sa vie artistique et d'aller faire la femme de son mari militaire en Bretagne. Autre tableau acheté grâce à la manœuvre de Stéphane Mallarmé, La jeune femme à sa toilette. Donc là, on est vraiment dans ces intérieurs bourgeois, et donc toutes ces scènes de toilettes que Degas déjà avait mis en avant avec ses toilettes, les tubes, etc., que vous connaissez bien. Et La jeune fille en toilette de bal, pareil, acheté en 1894, c'est le premier finalement celui-là qui a été acheté grâce aux manœuvres de Stéphane Mallarmé, et donc il est évidemment au musée d'Orsay. Alors, Bougival, évidemment, puisque c'est notre actualité, mais c'est l'occasion de parler du moment où justement Berthe Morisot, elle aussi, va sortir de l'atelier pour aller peindre au plein air. Et puis, c'est la période où elle va représenter le plus le paysage. Donc, vous voyez que c'est assez fugace, finalement, les années Bougival. C'est 3 ans, entre 1881 et 1884, où avec Eugène, elles vont louer cette petite maison rue Princesse. Donc ça leur permet, il y a un jardin, pour Julie c'est parfait pour jouer dehors, ça les sort de Paris, des appartements haussmanniens, de ce tumulte parisien du Second Empire, où il y a, vous savez que c'est un peu la jungle, Paris à ce moment-là, il n'y a pas de trottoir, les rues sont en terre battue, le piéton est à la lutte avec les voitures à cheval, donc avant que véritablement on organise la circulation, les passages couverts, etc., pour que le piéton soit à l'abri de la rue. Évidemment, avec un jeune enfant, la campagne de Bougival toute proche était tout indiquée. La photo n'était pas dingue, mais on voit quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Bougival, évidemment, c'est dans les Yvelines actuelles, pas très loin de Versailles. On est dans l'ouest parisien, dans les boucles de la Seine. Comme toutes ces villes, et il y a cette mouvance, Pissarro à Pontoise, Claude Monet à Giverny, etc., Éragny-sur-Epte, la Grenouillère. Donc on cherche ces paysages merveilleux qu'offre un fleuve ou une rivière pour ces brouillards, ces changements de lumière, cette nature encore préservée, parce que évidemment Bougival c'est plus du tout comme Berthe Morisot l'a connue à l'époque. Et donc on va avoir toutes ces scènes familiales mettant en scène Eugène Manet qui s'occupe de leur fille, donc Julie Manet, leur fille à tous les deux, et pendant ce temps Berthe peint le jardin, sa famille, tous ces moments de connivence familiale et de repos, puisque là c'est le lieu des vacances.
Donc c'est vraiment la détente, les grandes journées à manger dans le jardin, à traîner, à aller voir Claude Monet pas loin, parce qu'elle va souvent va voir Monet à Giverny. Et puis ce goût, ce plaisir du jardin que vous retrouverez d'ailleurs dans l'expo Caillebotte, puisqu'une salle entière est consacrée à la roseraie des Caillebottes, à leur jardin incroyable à Hyères, dans l'Essonne, les bords de Lierre qui coulent dans leur jardin. Donc ils sont tous vraiment dans cette dynamique-là, nos impressionnistes. Donc la fable, où justement, donc à Bougival, ils ont une nurse qui s'occupe également de Julie Manet, qui s'appelle Passy, et qui revient, qui est une jeune fille de la campagne, de là-bas, et qui régulièrement vient. Et donc cette jeune Passy va être un modèle tout indiqué pour Berthe Morisot, parce qu'elle est jolie, qu'elle a ce petit côté campagne, les blues, etc. Donc pas si cuisinant, pas si cousant, pas si faisant la blanchisserie de la maison, et donc très souvent accompagnée de Julie Manet. Voilà, Julie évidemment dans la véranda. Donc nous, la problématique qu'on a eue à Bougival, c'était vraiment un cas de conscience, parce qu'en fait c'est beaucoup le jardin. Bougival, elle a énormément représenté le jardin, ou alors des scènes de la maison sur le jardin. Donc il y a énormément de tableaux qui sont peints de cette façon-là, et nous on n'avait plus de jardin. Donc on avait vraiment cette problématique, et en fait on a solutionné ça en faisant une vitrophanie, c'est-à-dire qu'on a imprimé, vous savez, en transparent sur une espèce d'adhésif, le jardin qui était là auparavant. Donc finalement l'œil, au lieu de se sauvé sur un parking moche, bitumé à Bougival, finalement on a arrêté l'œil du visiteur avec cette vitrophanie qui représentait le jardin et qui nous replongeait un peu dans cette ambiance, parce qu'on n'avait pas d'autre choix que de faire ça. Voilà, donc les roses trémières, beaucoup de scènes de jardin que vous aviez peut-être vu à l'occasion de l'exposition consacrée à Berthe Morisot au musée d'Orsay durant l'été 2019. Qui était une très très belle exposition monographique sur son travail. C'est la plus grande exposition qu'il y ait eu à Paris sur Berthe Morisot récemment, où il y avait énormément de dessins, carnets de croquis, la plupart des grands chefs-d'œuvre de Berthe Morisot étaient là. Donc c'était vraiment une très très belle exposition avec Sylvie Patrick qui était commissaire et qui va d'ailleurs faire l'inauguration de la maison à Bougival. Pas si au jardin, pas si cousant, etc. Donc vous voyez toutes ces années, donc c'est assez concentré et on est toujours un peu dans ces mêmes tonalités, ces mêmes couleurs, ces mêmes ambiances de jardin avec ces teintes. Donc c'est toujours l'été ou au printemps, donc c'est tout. Il y a une espèce de cohérence comme ça graphique dans tous ces tableaux, et toujours cette manière un peu de l'inachevé, où elle jouait beaucoup avec la toile dessous qui ressortait, la toile qui n'était pas entièrement peinte, et où elle laissait, par exemple, il y a un tableau où on voit les blanchisseuses qui tendent du linge, et en fait les torchons, les draps, elle laisse la toile brute pour donner et l'imprimature et le rendu. C'est assez innovant, je trouve, dans cette peinture du 19e, c'est assez beau à voir. Donc voilà, il faut aller voir la peinture de Berthe Morisot à Orsay, à Marmottan, évidemment au Petit Palais, et puis dans les expositions quand c'est l'occasion, évidemment. Voilà, donc beaucoup évidemment de représentations de Bougival. On a d'ailleurs mis dans la maison toute une collection de cartes postales anciennes où on voit le vieux Bougival et la façon dont c'était peint. Et eux-mêmes, ils ont fait un parcours, la ville de Bougival a fait un parcours où on voit un point de vue peint par tel ou tel peintre impressionniste, et on a en face le point de vue tel qu'il est aujourd'hui, comme ça a changé. Donc voilà, le quai ici, donc voilà, il y a beaucoup de vues aussi de Bougival, de la ville de Bougival. Voilà la petite servante toujours, donc cette fameuse Passy. Donc on voit, ça c'est des tableaux tout à fait achevés pour Berthe Morisot. Et presque on pourrait penser à un croquis préparatoire, tant la manière et le trait sont fugaces, comme ça sur la toile. Alors j'aime bien finir avec ce tableau, parce que je trouve, moi la première fois que je l'ai vu, ce tableau, je l'ai vu à Marmottan, puis je l'ai vu dans la mise en scène du musée d'Orsay en 2019, et je trouvais que ça faisait un petit peu cavalier avec son épée. Enfin, ça m'a donné cette impression, elle a sa palette. Vous voyez, il y a
un pinceau comme ça qui sort de la palette, donc elle est en blouse de peintre. Et donc, je trouvais que ça faisait un peu le mouvement comme ça, presque comme dans un duel, vous voyez, c'est l'image que ça m'avait fait. Donc on la voit ici, elle se représente en peintre. Il y en a eu quelques-uns, mais celui-là est sans doute le plus joli. Et donc c'est un legs des Rouard, parce qu'en fait Julie Manet, la fille de Berthe et Eugène, a épousé un Rouard, le Rouard de la famille de l'académicien, etc., donc qui est toujours vivant. Lui, pour le coup, c'est lui qui a maintenant la gestion, et il est en train de léguer à sa fille, qui s'appelle elle aussi Julie Rouard, qui travaille chez Flammarion, qui travaille dans l'édition et qui s'occupe maintenant de la fortune critique de Berthe Morisot. Et donc Julie Rouard a énormément, donc la fille, enfin Julie Manet, pardon, je m'en mêle, la fille d'Eugène et Berthe Morisot, évidemment, a énormément contribué à la reconnaissance de sa mère, grâce également à l'aide de son parrain Stéphane Mallarmé. Et la première grande exposition consacrée à Berthe Morisot seule, parce qu'elle a beaucoup exposé dans les expositions impressionnistes, elle en a fait à peu près 6. Donc vous savez, à partir du moment où commencent ces expositions chez Nadar, rue des Capucines, boulevard des Capucines, pardon, donc elle va participer très fréquemment, régulièrement à ces expositions impressionnistes. Donc on voit qu'elle est complètement intégrée dans ce cercle d'artistes. La véritable exposition, en tout cas pour Berthe Morisot, c'est 1987, et c'était à Washington. Et puis après, il y en a eu d'autres, il y a eu des publications. Et donc Julie Manet, puis maintenant les Rouard derrière, ont sans cesse œuvré pour la reconnaissance de Berthe Morisot. Donc cette petite phrase pour faire le contre-pied à Manet: je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un homme traitant une femme d'égal à égal, et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je les vaux. Donc elle a essayé, elle a malgré tout souffert de l'école des beaux-arts fermée aux femmes, la difficulté de faire reconnaître son travail, en dehors de ce cercle bienveillant des impressionnistes. Donc ça a été quand même difficile, et elle n'aura pas connu l'école des beaux-arts ouverte aux femmes de son vivant, puisque l'ouverture c'est entre 1896 et 97, et elle-même est morte en 95, 1895. Donc voilà, ce sera sans doute le regret. Voilà, alors je reviens du coup à la maison Berthe Morisot pour vous montrer quelques vues en exclusivité, en avant-première avant l'ouverture. Donc ça je vous l'ai montré. Donc voilà un petit peu les mises en scène qu'on a recréées. Donc il y a des salles thématiques évidemment sur Bougival, l'arrivée du train, les loisirs à Bougival, etc. La vie un peu telle qu'elle était au 19e, ces malles dans lesquels on apporte et de la vaisselle, et du linge de maison, et des vêtements pour la petite fille, pour les parents, puisqu'on va s'installer dans cette maison de longs mois. Je crois qu'ils la louent d'affilée 3-4 mois. Et donc en fait, ils font des va-et-vient entre Paris, parce qu'elle a ses obligations, ils ont leur travail, etc. Mais voilà, ils vont très régulièrement, dès qu'ils peuvent, ils s'échappent à Bougival. Donc c'est un va-et-vient, un peu comme une maison de campagne, voilà, mais qu'ils louent, qu'ils n'ont jamais acheté. Voilà, donc on a fait des salles sur le cercle proche de Berthe Morisot, comment s'organise cette vie à la campagne également, avec des petits textes, et évidemment des citations, ces espaces qui retracent un petit peu donc la vie de l'atelier, puisqu'on a fait une salle dédiée, donc il y a pas mal d'éléments numériques avec des tactiles à glisser, il y a des airs d'opéra, enfin il y a du sonore, voilà, il y a toutes sortes de petites choses pour vous plonger dans cette ambiance de la vie de Berthe Morisot à la campagne avec Eugène et Julie. Voilà. Et donc, pour finir cette conférence, je vous parle aussi d'une autre actualité que j'ai, puisqu'en ce moment, vous pouvez voir mon documentaire qui est sur France Télé en replay. Rien à voir avec l'impressionniste, les impressionnistes. Ça s'appelle Dans le grand bain, et en fait, c'est l'histoire de la natation en France à travers l'architecture, comment les Français ont appris à nager. Voilà, donc ceux qui aiment la natation, donc grâce à Léon Marchand, c'était une commande de France Télé pour les JO, donc on était diffusé au mois de mai jusqu'au JO, et puis
les Français ont tellement tout raflé que France Télé a rallongé la sauce pendant 1 an. Et il sortira du replay au début d'année normalement, parce qu'après c'est Public Sénat qui va exploiter pendant quelques semaines. Ça, c'est les accords de chaîne. Mais voilà, vous pouvez voir ces jours-ci et jusqu'à la fin de l'année au moins le documentaire. Puis après, il reviendra au printemps sur France Télé en replay également. Donc voilà, mais là c'est une autre ambiance, on n'est plus du tout avec les impressionnistes. Voilà. Moi j'ai une question. Oui. Oui. Vous avez évoqué plusieurs fois la fortune critique. Je sais pas Qu'est-ce que c'est la fortune critique? Alors c'est vraiment un truc d'historien d'art, hein, cette expression. Bon, en fait, la fortune critique, c'est la reconnaissance qu'un artiste va avoir dans la presse, dans les expos, dans les publications. C'est sa reconnaissance artistique. C'est ça la fortune critique. Cette reconnaissance artistique, elle est décrétée par des historiens d'art, finalement. Nous, on appelle ça la fortune critique, comme on appellerait le néoclassicisme. En fait, les historiens, ils mettent un peu des trucs dans des tiroirs pour les rassembler. J'aimerais bien rencontrer qui a inventé cette je sais pas du tout. formule. Mais c'est vrai que Critique, mais franchement, fortune critique, c'est la renommée, la reconnaissance d'un artiste. d'accord. Ouais, c'est un Donc, terme ça ne vaut universitaire, j'allais dire. Ça ne vaut que de renommée. Exactement, renommée. Et pour le coup, les impressionnistes, ils vont être élevés financièrement grâce à ce marché de l'art qui est en train de se développer avec Durand-Ruel, avec tous ces grands galeristes. Est-ce que c'est une expression typiquement française? Ah ouais, je crois, ouais. C'est vraiment un truc de musée parisien et d'historien. Donc on peut faire fortune dans les salons. Voilà, si vous parlez de fortune critique, et on pourrait parler de fortune critique de Audiard ou de Godard, hein, je pense. C'est vraiment la reconnaissance qui sort des cercles artistiques où tout le monde vous reconnaît, tout le monde vous a identifié, et donc c'est vraiment la reconnaissance au sens large du terme. Et franchement, c'est la première C'est fois. vrai? Ça alors, je vous ai... Merci madame d'avoir posé la question. Parce que vous pouvez attacher ça donc à la critique d'art, à tout ce Ah qui ouais, a c'est été critique d'art complètement. Non, parce que des fois, j'entends- envoyé au moins 3 fois. J'ai même cru que c'était Ouais. un livre, que c'était. Ah ouais. Que c'était quelque Non, chose. non, c'est vraiment un terme pour dire qu'il y a... Que Berthe Morisot c'est avait la écrit. réussite, quoi. C'est la réussite C'est et la la réussite. reconnaissance. C'est la reconnaissance. Ouais. D'accord. Exactement. fortune. Voilà, la Oui. bonne fortune. La critique. renommée. Oui, mais voilà, c'est la reconnaissance Non, mais des critique. des spécialistes. Oui, des Des critiques. critiques. Oui, Voilà. c'est ça, voilà, des critiques. Voilà. La fortune critique et la reconnaissance des spécialistes, elle n'est pas la renommée populaire. Voilà, C'est vrai, mais en fait, pour qu'il y ait renommée populaire, il faut qu'il y ait cette fortune critique des spécialistes. Parce que si elle ne rentre pas au musée, qu'on n'écrit pas sur elle, personne ne la connaît, à part sa famille et son cercle Absolument. proche. Donc en fait, c'est ça, le musée, en tout cas au début du au 19e, au début du 20e, c'est vraiment ça qui va permettre d'avoir cette ouverture sur le public. Maintenant, quasiment, dans la rue, si on dit Berthe Morisot, il faut avoir un peu fait des études ou quoi, mais je crois que les gens maintenant ils savent qui est Berthe Morisot. Et c'est vrai qu'elle le que. doit aux impressionnistes. Parce Ah que, bah complètement. oui, elle doit Oui, à cette oui. époque-là. Ah oui, oui, complètement. Et puis voilà, il y a eu un engouement énorme autour des impressionnistes. Les Américains, ils sont pour beaucoup. Hein. Les Oui. Américains, quand ils viennent à Paris, ils vont direct dans la galerie impressionniste au musée d'Orsay. Hein. Absolument. Ils vont pas voir la Lick et compagnie. Hein. Ils montent directement au musée, dans la galerie impressionniste refaite par Villemotte, et hop, les impressionnistes en enfilade. Donc oui, pour qu'il y ait reconnaissance, et donc Stéphane Mallarmé, Julie Manet et Eugène même, puisqu'il va survivre à Berthe, vont essayer de faire en sorte qu'elle soit présente dans les plus grands musées des beaux-arts de France. Donc il va y avoir un achat à Lyon, il va y avoir un achat à Bordeaux, au tout début du XXe siècle, pour justement commencer à la placer un peu partout, quoi. Et puis la consécration, ça va être évidemment le musée des artistes vivants à Paris, puisque c'est un peu là que le monde de l'art se fait et se défait. Oui. Donc c'était important pour eux qu'elle soit à Paris, évidemment, puis c'est sa ville, quoi. Elle a passé 80% de sa carrière à Paris.
Elle a été formée par les cercles parisiens, elle a fréquenté le Louvre. C'est vraiment une Parisienne. Et là, je sors une naïveté là. Rosa Bonheur, c'est son époque aussi. Tout à fait. Alors Rosa Bonheur aussi, Oui. exactement, puisque Rosa Bonheur, c'est également le Second Empire, Napoléon III, Et etc. alors, est-ce que Rosa Bonheur, vous considérez que la fortune critique l'a aidée? Alors elle a eu une reconnaissance immédiate tout de suite aux États-Unis. De son vivant, elle a vraiment vécu la gloire vivante, Rosa Bonheur. Voilà. Et donc elle va s'installer plutôt à Thomery, en Seine-et-Marne, à côté de Mallarmé. Ils sont à quoi 7-8 km entre Thomery et Saint-Mauro à la maison de Mallarmé à Valvin. Sur la Seine aussi, un peu plus bas sur la Seine, Thomery. Et donc elle avait sa maison, donc il lui fallait une grande maison parce qu'elle voulait un atelier. Elle avait des animaux sauvages comme un guépard, elle avait un lion, etc. Donc en fait, elle a une grande propriété qui se visite aussi. C'est un lieu qui vient d'être pris, qui est extraordinaire. Et il y a toujours ce grand jardin, cet atelier. Ils font même des chambres d'hôtes. Donc vous pouvez dormir dans des pièces reconstituées à l'époque du Second Empire, comme a connu Rosa Bonheur. Et vraiment, ça mérite le détour. La maison de Rosa Bonheur... là, pour le coup, elle a vraiment vécu là des années et des années. Et est-ce qu'elle se connaissait? Alors, elle se connaissait de ces cercles et des expositions artistiques, Oui. mais elles ne se sont pas fréquentées en tant que... C'est vrai qu'on aurait pu croire... Alors, Rosa Bonheur, elle a une autre façon de vivre, parce que c'est un peu... elle est rustique, quoi. Elle est déjà, vous savez, elle demande au préfet de Seine-et-Marne de pouvoir porter le pantalon. Oui, alors oui, donc elle est beaucoup plus... Elle brise plus les conventions. Oui, que puis oui. elle est lesbienne en plus, Ah oui, Rosa oui, Bonheur. oui, donc donc- ça casse les codes Elle en à cette rajoute, époque-là. elle en rajoute. Non, mais voilà, elle a vraiment une vie Bien sûr. hors norme. Mais par contre, Voilà. elle a eu un succès incroyable aux États-Unis et elle a connu la fortune de son vivant, beaucoup plus que Berthe Morisot. Berthe Morisot, elle a vraiment eu une reconnaissance qui s'est installée pendant sa mort, avant sa mort, parce qu'elle participait à ces expositions impressionnistes. Mais la reconnaissance des grands musées, ça va être vraiment... elle ne va pas la connaître de son vivant. Donc c'est assez différent comme parcours. Et puis voilà, Berthe Morisot, c'est les cercles élégants, c'est les belles manières, c'est les jolies robes. Oui, mais c'est une autre. Rosa Bonheur, c'est les paysans, le labourage nivernais, les grands formats, où on met des animaux et des paysans sur des grands formats de la peinture d'histoire. Donc elle est vraiment en mode bras d'honneur à tout Paris, quoi. C'est vraiment, elle est rustique, Rosa Bonheur. Mais le parcours, il est incroyable. Et elle a vraiment eu un succès plus grand aux États-Unis. Et là, on la redécouvre. Il y a eu des expositions à Orsay, etc. Mais, et elle a toujours été, enfin, moi j'ai toujours connu Rosa Bonheur dans les salles latérales de la nef du musée d'Orsay. Je l'ai toujours vu, ce labourage nivernais dans les collections. Et alors, redites-moi le lien de Paul Valéry avec... Alors, Paul Valéry, ça va être le légataire testamentaire. deux. En fait, les Manets, Berthe Morisot et Eugène vont demander à Paul Valéry de gérer la fortune de Julie. D'accord. Et donc, en fait, oui, voilà, il va s'occuper en fait Donc, de sa fortune financière, de Financière. famille, de ses grands-parents Voilà. et de ses parents. Oui. Et puis elle, du coup, elle sera dépositaire. C'est lui aussi qui va l'éduquer à il faut que tu écrives sur ta mère, il faut que tu fasses acheter ses tableaux. Il faut donc il l'a conseillé aussi pour Mais alors, le rôle bien. Le rôle de guider Paul ça. Valéry, c'est parce que c'est une autorité morale, parce que c'est... Oui, et puis voilà, il était dans ces cercles littéraires très introduits, donc c'est vraiment c'est la clique de Mallarmé, c'est des Oui, écrivains, c'est ça, voilà. C'est les écrivains Voilà. qui se... Il y a une connivence Oui, tout à fait. écrivain, peintre. Exactement, Ouais. donc ces cercles littéraires, donc Paul Valéry, Mallarmé, Mallarmé avec la Revue Blanche, les Natanson, qui était également éditeur, ces revues artistiques qui faisaient la pluie et le beau temps à Paris. Et donc en fait ils sont infiltrés dans tout ce cercle-là. Et donc eux aussi ils manœuvrent dans la littérature et dans la presse du 19e pour faire reconnaître le travail de Berthe Morisot. Donc voilà, ils ont guidé Julie pour qu'elle
puisse... Et puis en plus, Paul Valéry, c'est d'une branche de la famille. Julie Manet, elle épouse le Rouard, là il fait partie également de la famille de Paul Valéry. Ouais. C'est des cercles hyper resserrés. Donc voilà un peu comment ça se passe. Merci. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Hein, c'était Oui, formidable. Oui, très bien, très bien. Nous irons à Bougival. Ouais, allez-y. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais voilà. Un train à Bougival. Ah oui, oui, bah, il y a le train depuis la gare Saint-Lazare, toujours. Je sais pas, mais. Si, la première fois que j'étais à Bougival, où le maire m'a envoyé une voiture pour aller me chercher, oui, je suis arrivée en train, ouais, c'est le train depuis Saint-Lazare. Ouais, c'est très rapide et c'est très beau parce qu'en fait, c'est ce train qui passe sur le coteau, là, on est toujours un peu en hauteur. C'est assez joli ce parcours pour aller à Bougival en train. Et donc voilà. Donc la secrétaire de mairie m'a fait faire le tour, j'ai découvert Bougival, m'a dit là c'est la maison de Philippe Catherine, là c'est le footballeur chez Pulker. Ah hop, elle m'a fait la tournée des Grands-Ducs en allant à Bougival. D'accord. Nous irons. Voilà. Eh bien super, bah, merci beaucoup. Merci. Merci.